La TVT au cœur de l'information. Merci d'être au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. 14 indicateurs, c'est le cap que maintient le Togo dans le MCC, Millennium Challenge Corporation, pour l'année 2020 à venir. Il est question maintenant de tabler sur les autres indicateurs à valider par le Togo. Et puis, première session des assises de l'année à la Cour d'appel de Kara. La session a été couplée de la rentrée solennelle judiciaire, à découvrir également dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Le Togo maintient le cap avec 14 indicateurs du Millennium Challenge Corporation MCC validés pour 2020. La publication a été soumise à l'appréciation des acteurs concernés. Ce matin, ensemble, ils identifient les indicateurs sur lesquels travailler les prochaines années. Le compte rendu avec Ekwe Salah. Voici la carte des scores du Millennium Challenge Corporation 2020 pour le Togo. Avec 14 indicateurs sur 20, le Togo maintient le cap pour la 4e année consécutive. La publication reconnaît au pays des efforts considérables dans 4 nouveaux domaines, notamment le droit et l'accès au foncier, l'accès au crédit, la création d'entreprises et le genre dans l'éducation. Cette performance du Togo a pour finalité d'amener les différents acteurs à œuvrer davantage pour la conservation des indicateurs validés, mais aussi à identifier les défis qui s'imposent. Pour la 4e année consécutive, nous avons satisfait à tous les critériums pour être éligibles au programme Compact. Et c'est ce que nous sommes venus partager avec les comités sectoriels, mais nous avions voulu aussi en faire solennellement l'annonce à nos concitoyens pour qu'ils sachent que la vision réformatrice du chef de l'État est en bonne voie. Nous avions un plan d'action au titre de cette année. Nous sommes donc venus apprécier qu'est-ce qui dans notre plan d'action a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. La carte des scores a 20 indicateurs, nous en avons satisfait 14, ce qui est beaucoup. Mais notre vision, c'est de faire davantage. Cette évaluation du MCC prend en compte 80 pays dont le Togo. Grâce aux efforts du gouvernement ces dernières années en matière d'amélioration du climat des affaires, le Togo fait partie des États ayant validé plus d'indicateurs pour le compte de l'année 2020. La cellule Millennium Challenge Account s'engage à faire mieux. Il y a une réalité. Donc vous allez voir là les pays. Ouverture à Lomé d'une rencontre d'échange sur l'adéquation des compétences aux besoins des entreprises dans le secteur du transport et de la logistique. C'est une initiative de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE pour permettre de former les personnes avec des compétences requises dans les transports. Voyons cela avec Saharou Ouroto et Sandra Aziabé. La NPE à la recherche des solutions appropriées aux difficultés d'insertion professionnelle des jeunes. Elle se propose l'élaboration d'une stratégie nationale pour développer les compétences dans les secteurs des transports et de la logistique, des secteurs identifiés porteurs par le PND et qui permettra l'insertion des jeunes. Nous avons été formés l'année dernière pour avoir cet outil d'anticipation. Donc la collecte des informations a permis d'avoir une étude diagnostique qui va être validée, enrichie par les spécialistes. Pour briser le cycle inadéquation emploi-formation, on annonce un programme qui va être mis en place pour rendre le marché du travail plus accessible et plus compétitif. On fera donc un programme d'adaptation. Quelqu'un qui est géographe, par exemple, peut être formé à quelque chose dans un bref délai pour être utile. Donc le ministre de l'enseignement supérieur, le ministre de l'enseignement technique et les ministres sectoriels peuvent soit corriger les agréments qu'ils ont donnés, en retirer pour certains et les inciter à avoir des dispositifs qui ne forment plus beaucoup de gens pour le chômage.
L'insertion des jeunes sur le marché du travail et la constitution d'un gisement de compétences adaptées aux besoins restent les préoccupations du gouvernement à travers le PND. L'actualité, ce sont également les conclusions issues des travaux de la deuxième réunion de concertation des ordonnateurs nationaux et régionaux du Fonds européen de développement FED. Plusieurs recommandations ont été formulées pour mieux exécuter les différentes stratégies élaborées par les ordonnateurs au titre de l'année 2020. L'essentiel de ces conclusions dans ce reportage de Ulrich Amega et Abide Nyazingbe. C'est autour de ce cocktail que les ordonnateurs régionaux et nationaux du Fonds européen de développement FED ont livré les conclusions des 2 jours d'assises. 2 jours au cours desquels ces experts du FED ont échangé sur les nouveaux instruments financiers à mettre en place avec l'Union européenne. Au terme de cette rencontre de Lomé, des conclusions et recommandations. Il s'est agi dans un premier temps de faire un compte rendu aux États de la dernière réunion du groupe de travail technique, le GTT, qui s'est tenue à Abuja au mois de septembre. Nous avons aussi évoqué les dossiers de coopération avec l'Union européenne. Et donc, dans le cadre du programme indicatif régional PIR du 10e FED, il y a un certain nombre de projets qui sont mis en œuvre, de même que le programme indicatif régional du 11e FED. Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels l'Union européenne nous appuie. Il s'agit des secteurs paix et sécurité, stabilité régionale. Et donc nous avons fait le point sur cette question, sur l'état de mise en œuvre. Il y a le pilier numéro 2 qui concerne l'intégration économique régionale et l'aide au commerce, avec des projets d'infrastructures qui bénéficient à nos États, aussi bien dans le domaine de l'énergie que des infrastructures de transport. D'une façon générale, on peut dire que c'est tout à fait satisfaisant. La présentation a également souligné que l'Afrique de l'Ouest est la région la plus avancée dans la mise en œuvre des projets financés par le FED. Le projet atelier régional des ordonnateurs se tiendra en février 2020. Journée administration rapide de proximité. Chaque année, le gouvernement organise ces journées dans les régions du pays pour rétablir les documents d'identité aux populations, ceci pour leur réduire les tracasseries. Le lancement de ces journées dans la région de l'Akara, avec sur place la correspondance de Nestor. Bonjour. Les services d'établissement des pièces d'identité en déplacement vers les populations. Le gouvernement a entrepris depuis quelques années les journées administration rapide de proximité par rapport à la délivrance des documents d'identité. La démarche a été encore renouvelée cette année. Le lancement de ces journées pour le compte de la région de l'Akara a été effectué dans la Kouza, précisément au lycée de Pia pour ce qui concerne les certificats de nationalité et à l'école primaire publique de Laofeyono, toujours à Pia, quant au jugement supplétif et rectificatif. Nous allons collecter les demandes pour lesquelles la nationalité de référence est celui du père ou d'un frère ou d'une sœur de même père, ou celui de la mère ou d'un frère ou d'une sœur de même mère. Nous n'allons pas pouvoir collecter les dossiers qui concernent les autres procédures dont l'étude prend beaucoup de temps. Les demandes que nous allons collecter dans ce cadre seront remises à compter de la semaine du 25 pour permettre à la Direction générale de la documentation nationale, dans la mesure du possible, de passer aussi et collecter les demandes de carte d'identité ou de passeport de ces nouvelles personnes qui auront obtenu le certificat ou leur certificat de nationalité dans ce cadre. Cette opération Journée administration rapide de proximité a été organisée dans le cadre de la célébration de la Journée africaine de la fonction publique. Rapprocher l'administration de l'administré veut dire que lorsque un citoyen veut se faire établir un acte de grande importance, par exemple la nationalité, la carte d'identité. D'abord, il ne faudrait pas qu'il passe une longue distance. Ensuite, il faudrait que dès qu'il va déposer, le délai qu'on lui donne pour lui faire établir ça soit un délai raisonnablement court. Donc l'objectif, c'est d'aller vers
cette célérité dans la délivrance des actes et permettre aux citoyens de jouir de leurs droits lorsqu'ils veulent accomplir certaines formalités administratives. Après la région de Dakara, ce sera celle des plateaux qui va bénéficier de ces journées administration rapide de proximité. Ces journées sont organisées avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement. Elles permettront d'établir 7000 certificats de nationalité et 3000 jugements supplétifs et rectificatifs. Journée portes ouvertes dans les maisons de justice à Lomé, direction celle d'Aditi Kopé. Il s'agit de faire découvrir ce nouveau concept aux populations, concept qui facilite et ôte les obstacles dans le règlement des conflits et litiges. Yasmine Kodia pour le compte rendu. Les différents litiges, les problèmes fonciers, les questions des droits des enfants et des femmes trouvent désormais un cadre pour les règlements à l'amiable. Cette journée porte ouverte d'information et de sensibilisation apporte à la population d'Aditi Kopé un éclairage sur le rôle de la médiation et la conciliation. L'initiative est très bonne parce qu'elle a rapproché les instances judiciaires de la population. Nous la trouvons très louable que la population puisse être édifiée. Une occasion pour la maison de justice d'Agouenivé d'expliquer davantage le code de la famille, code du travail, les procédures judiciaires. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d'accès au droit et à la justice, on a pu constater que certaines personnes n'arrivent pas à faire valoir leurs droits, ou bien ils ignorent même leurs droits. Donc, il faut des maisons de justice où les gens viennent sans bourse déliée, c'est-à-dire sans payer le moindre sou, pour se faire justice. Ils viennent, ils exposent leurs doléances, on fait venir le contradicteur, c'est-à-dire la personne contre laquelle ils se plaignent, on les entend, le médiateur assisté de son assistante juriste les entend et on essaie, nous on établit le pont entre les deux pour les amener à s'entendre et à se pardonner mutuellement et à résoudre des problèmes. Au bout de quelques jours, l'affaire est réglée et sanctionnée par un procès verbal de conciliation. Les acteurs de la justice ont exhorté les usagers à une collaboration étroite avec la maison de justice pour être leurs propres acteurs de développement à l'ère de la communalisation et la décentralisation. Tout le monde a compris que cette initiative qui a été très chère au chef de l'État a été payante parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens sont en train d'adhérer massivement au concept de la maison de justice. La maison de justice est fondée sur la simplicité, la rapidité et la gratuité, et ceci grâce à la sagesse et les expériences des acteurs de la justice en vue de mettre à l'aise les usagers. Les fédérations des services publics d'Afrique arabe et du Moyen-Orient, membres de l'International des services publics, tiennent leur 13e conférence régionale à Lomé. Il est question pour ces fédérations engagées dans la promotion des droits des travailleurs de fournir des services publics de qualité et de faire le point des engagements pris. Le compte rendu avec Edwige Atakpa-Bassabi et Arnaud Kilim. Quelques soucis techniques. Nous reviendrons donc sur l'ouverture de cette 13e conférence régionale des fédérations des services publics d'Afrique arabe et du Moyen-Orient dans le courant de cette édition. La Cour d'appel de Kara tient la première session des assises de l'année 2019. Cette session se déroulera sur une douzaine de jours et son ouverture a été couplée de la rentrée solennelle judiciaire. Nestor Mozo nous en parle. Rentrée solennelle des magistrats et auxiliaires de justice de la Cour d'appel de Kara. Ce rituel est une manière d'afficher la légitimité et l'autorité de cette institution compte tenu de sa noblesse. Il constitue aussi l'occasion pour elle de dresser aux autorités et aux citoyens un état de ce qui a été fait au cours de l'exercice qui a précédé. À chaque rentrée judiciaire, un thème est développé. Procès équitable, médias et respect des décisions judiciaires, un des grands défis de notre justice est le thème de cette rentrée.
quand on accuse le juge d'être trop lent, ce n'est pas le juge en lui-même qui est lent. La lenteur est inhérente à l'institution judiciaire elle-même, à l'obligation de dire le droit, mais pas n'importe quel droit, le bon droit. Et beaucoup pensent aussi que quand on n'est pas d'accord avec une décision de justice, il faut refuser de l'exécuter. On peut même aller s'attaquer personnellement à la personne du juge. Le juge, il pense avoir dit le droit en son âme et conscience. Si vous vous en prenez à la personne même du juge, vous commettez une infraction et vous tombez sous le coup de la loi. Que ce soit physiquement, par agression verbale ou par voie de presse interposée, c'est des agressions contre la personne du juge qui, dans un état de droit, sont intolérables. La représentante du ministre de la Justice à cette rentrée solennelle a félicité la Cour d'appel de Kara pour les efforts qu'elle consent. Je réitère en son nom l'entière disponibilité du gouvernement à demeurer toujours aux côtés de la Cour d'appel de Kara pour garantir à notre peuple un service public de justice à la hauteur des exigences d'un État démocratique et moderne. La justice togolaise est désormais plus efficace grâce aux effets positifs du programme de modernisation de la justice auquel est venu s'ajouter le programme d'appui au secteur de la justice et au projet d'appui à l'accès au droit et à la justice, financés respectivement par l'Union européenne et le PNUD. La Cour d'appel de Kara et ses juridictions locales font face à un manque de matériel et d'infrastructures, ce qui ralentit leur fonctionnement. Le procureur général l'a souligné lorsqu'il dressait le bilan des activités. Pour ce qui est du bilan de la Cour d'appel et en matière pénale, la Cour a été saisie de 245 dossiers dont les statistiques suivent. Appel des citations directes, 161 dossiers, dont 48 ont été vidés. Appel des flagrants délits, 48 dossiers, dont 41 ont été vidés. Chambre d'accusation, 36 dossiers intégralement vidés, dont 31 appels des ordonnances des juges d'instruction et 5 saisines directes. Les cabinets d'instruction ont clôturé et envoyé 27 dossiers. C'est parmi ces derniers dossiers que sont tirés les 20 dossiers qui composent le rôle de la session d'assises qui va s'ouvrir. Selon le président de la Cour d'appel, l'institution s'attelle à assurer avec abnégation une justice qui tranche avec le passé. Tous les acteurs judiciaires s'aisaient chaque jour plus à répondre prestement aux attentes combien légitimes des justiciables qui ne soupirent qu'après une justice plus juste, plus rapide, efficace, lisible, proche et moins onéreuse. Nos juridictions fournissent un rendement bien meilleur que par le passé, au vu des indicateurs de croissance dans le nombre des affaires réellement jugées, dans les affaires civiles, commerciales et correctionnelles, par rapport à celles en entente ou en souffrance. La célérité souhaitée commence par émerger dans le traitement des dossiers. La rentrée solennelle judiciaire de la Cour d'appel de Kara balise la voie à la session d'assises de l'année. Dans les 20 affaires qui sont inscrites au rôle, les crimes d'agression sexuelle viennent en tête. Ils sont au nombre de 7. Suivent les homicides volontaires, 6. Les violences volontaires débouchant sur la mort des victimes, 6 également. Et un dossier d'infanticide qualifié de spécifique. Et Nestor Mouzou l'a dit, 20 affaires seront donc jugées au cours de ces assises de la Cour d'appel de Kara. Et le premier dossier est celui de l'enlèvement et de l'assassinat d'un enfant de 3 ans dans le village de Panabagou, dans la préfecture de Tone. Les faits avec Nestor Mouzou. Bomboma Bankoti, Kolani Yendoube, Larja Pakindam, Kombate Yenjoua, Djatoubit Gonoussoulé et autres en fuite sont accusés d'enlèvement, de complicité d'enlèvement, d'assassinat, de complicité d'assassinat, d'entrave à la saisine de la justice, de tentative de trafic d'organes humains et de groupement de malfaiteurs.
Dans la nuit du 23 septembre 2017, certains d'entre eux se sont rendus au domicile de Monoble Combaté à Panabagou, dans la préfecture de Tone, pour enlever son enfant de 2 ans et 8 mois, Monoble Nawanja, né albinos. Ils auraient été contactés par 2 individus de nationalité béninoise à la recherche du crâne d'un albinos à des fins rituelles contre une très forte récompense. Le petit Monoble Nawanja a été donc enlevé, conduit dans un champ à la sortie sud de la ville de Dapan, au lieu dit Fosse au Lion, et a été assassiné. Saisi par les parents de l'enfant et les habitants de Panabagou, la gendarmerie a lancé un avis de recherche à toutes les unités. C'est ainsi qu'à l'aube du 24 septembre 2017, aux environs de 1h du matin, les nommés Bomboma Bankoti, Kolani Yendoube et Lardja Pagindam, portant des vêtements curieusement mouillés et pétris de terre, ont éveillé les soupçons lors de leur passage au poste de contrôle militaire, si à la sortie sud de la ville de Dapaon. Mis immédiatement à la disposition de la brigade territoriale de gendarmerie de Dapaon pour vérification d'identité, ils finiront, après un interrogatoire, par avouer les faits et par dénoncer les co-auteurs. Dans son réquisitoire, le ministère public a demandé une peine à la hauteur du crime. Rendez justice au petit Monoble Nawanga, rendez justice à sa mère, rendez justice à son père, rendez justice à toute la société par un châtiment exemplaire sur les sanctions. Pour faire un peu du droit comparé, l'article 224 du Code pénal français punit l'enlèvement lorsqu'il est suivi de la mort de la victime de la réclusion criminelle à perpétuité. Le fait que notre nouveau code pénal ait supprimé la réclusion à perpétuité pour n'en tenir que la réclusion à temps de 5 à 50 ans est déjà une circonstance atténuante. Par ailleurs, sous l'angle du non-cumul, l'article 39 du nouveau code pénal, Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, vous aurez le choix entre 2 peines toutes supposées les plus fortes et donc les seules applicables. Celle de l'article 168 au titre de l'assassinat, dont le maximum est de 50 ans de réclusion criminelle, et celle de l'article 287 qui punit au maximum la réclusion criminelle à temps, soit donc de 50 ans de réclusion criminelle également. La séquestration ayant entraîné la mort de la victime ou opéré dans le but de faciliter un prélèvement d'organes. La défense juge l'acte répréhensible, mais trouve que le réquisitoire est lourd. Lorsqu'on requiert 50 ans contre des personnes qui ont eu à poser ce genre d'actes, encore faut-il, à mon avis, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, qu'on puisse accepter de passer en revue ce que chacun a fait, le degré d'implication réelle, l'imputabilité, puisque c'est le mot même qu'il faut utiliser, à chacun dans cette affaire qui est vraiment déplorable. C'est des gens qui n'ont pas le niveau intellectuel qu'il faut. On peut facilement les manipuler. 90 millions pour vous tous, on peut encore comprendre. Mais lorsque ce n'est pas personne, là, il y a quelque chose qui doit vous faire tilt dans la tête. Et malheureusement, ils n'ont pas eu ce réflexe, puisqu'ils sont là aujourd'hui pour répondre de leurs actes. Ils ne peuvent que demander votre clémence. Je pense que quelle que soit la gravité d'un crime, si vous êtes un être humain, il vous est possible de vous réinsérer. Je vous supplie tout simplement d'avoir à cœur la possibilité de leur permettre cette réinsertion en leur administrant une peine qui puisse, dans un temps pas trop long, leur permettre de retrouver la société. Au terme de l'arrêt de la Cour, Combaté Yenjoua est acquitté. Lardja Pagindam écope plus de 5 ans d'emprisonnement. Bomboma Bankoti, Kolani Yendoube et Djatoubit Gounoussoulé sont condamnés à 45 ans de réclusion. Quant aux fuyards, leur peine est de 50 ans.
Notez également que le district du Grand Lomé dispose désormais d'un cadre juridique et légal pour sa gestion. Les députés à l'Assemblée nationale, les députés donc de la 6e législature se sont réunis pour la 10e séance plénière ce mercredi et ont dit oui à la loi portant attribution et fonctionnement du district autonome du Grand Lomé. Le texte a été voté donc à l'unanimité des députés présents et le texte prévoit les structures, la mission et les ressources de fonctionnement de cet organe qui regroupe les préfectures de Golfe et d'Aguanivé ainsi que leurs 13 communes. Et les députés ont également à l'agenda de cette 10e séance plénière le projet de loi de finances rectificative gestion 2019. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et je vous annonce également la 13e conférence régionale des fédérations des services publics d'Afrique arabe et du Moyen-Orient, membres de l'Internationale des services publics. Il est question pour ces fédérations engagées dans la promotion des droits des travailleurs de fournir des services publics de qualité et de faire le point des engagements pris. Le compte rendu avec Edwige Atakpabassabi et Arnaud Kilip. L'Internationale des services publics, ISP, plus qu'engagé dans la défense des droits humains, la justice sociale et l'accès universel aux services publics de qualité. À la 13e conférence régionale de Lomé, la Fédération syndicale internationale va revisiter les engagements pris et veiller à ce que tous les citoyens aient accès à des services publics abordables, accessibles et de qualité. Ici, nous voulons discuter le rôle que les services publics ont pour assurer un développement soutenable socialement, économiquement et pour la protection de l'environnement soutenable. C'est à travers le développement des services publics de qualité qu'on peut atteindre les objectifs de développement soutenable et accomplir l'agenda 2030. Les services publics sont un secteur fondamental pour le développement économique de toutes les sociétés. Quand on a une société qui doit sortir de la pauvreté, il faut investir dans les services publics, pas investir dans le secteur, pas privatiser les services publics. En ouvrant les travaux de cette conférence au nom du Premier ministre, le ministre Folibazi Katari, en charge de la communication, a souligné les efforts du Togo visant à renforcer l'efficience et l'efficacité de l'administration publique. L'amélioration du climat des affaires, la digitalisation de l'économie et la lutte contre la corruption sont des réformes majeures enregistrées par le pays pour stimuler sa croissance. Le gouvernement partage le même point de vue et pense qu'il faudra aussi aborder les problèmes liés à la privatisation des services publics et adopter des budgets favorables à l'égalité des sexes dans le cadre de l'allocation des fonds destinés à la fourniture des services publics. Le Togo, notre pays, s'est engagé depuis 2018 dans un programme quinquennal de développement durable et inclusif à l'horizon 2022. Ce plan national de développement, initié et lancé par le chef de l'État, son Excellence Faure Essodzina Gnassingbé, en mars dernier, est destiné à une transformation structurelle de l'économie avec à la clé la création de 500 000 emplois d'ici 2022. Pour ce faire, le secteur privé togolais est appelé à contribuer à la réalisation de cet ambitieux projet à hauteur de 65%. Pour garantir à ce secteur pourvoyeur d'emplois et créateur de richesses, l'État a mis en place un environnement d'affaires très amélioré, attractif et un cadre macroéconomique ouvert. Les derniers résultats Doing Business, qui classent le Togo premier pays réformateur en Afrique et troisième au monde, l'attestent.
c'est dire que pour consolider ses acquis et lancer définitivement le pays sur la voie de son émergence, aucun sacrifice ne sera trop grand. J'ose simplement espérer que ces 3 jours de travaux vous permettront d'apporter des éclaircissements sur quelques-unes des actions visant à renforcer un partenariat fructueux d'alerte, d'une part, de mieux comprendre la situation des lanceurs d'alerte et le statut de la protection dans certains pays d'Afrique et arabes. Cette conférence régionale va permettre de discuter des questions d'actualité qui concernent le travail en général et surtout des défis auxquels font face les travailleurs. Il sera question d'approuver les programmes d'action régionale pour l'Afrique et les pays arabes. Ces programmes adoptés serviront de feuille de route pour les activités des syndicats affiliés pour les 5 prochaines années. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche informe les étudiants des universités publiques de Lomé et de Kara que dans le cadre de leur demande de bourse et allocation de secours à la direction des bourses et stages pour la rentrée universitaire 2019-2020, la plateforme sera ouverte à compter du lundi 11 novembre au vendredi 20 décembre 2019 pour les inscriptions en ligne sur le site web espace.dbs.tg en suivant les instructions précises. Le suivi de toutes les demandes se fera également sur le même site web. Les documents à apprêter pour la prise en compte des demandes sont le certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité à scanner et à télécharger lors de l'inscription en ligne. La fiche d'inscription définitive délivrée par la DAS pour les étudiants de l'université de Lomé et à déposer à la direction des bourses et stages. Il est à noter que tous les étudiants sont priés de se conformer à ce délai. Aucune demande hors délai ne sera prise en compte pour l'année 2019-2020. Et puis 2 amphithéâtres viennent d'être inaugurés ce matin à l'université de Lomé. Les 2 bâtiments ont été dédiés à 2 illustres professeurs qui furent recteurs de cette institution. Le compte rendu avec Carmen Nadji à Capo. Ces 2 bâtiments de 1500 places nouvellement construits sur le campus universitaire de Lomé s'appellent désormais amphithéâtre Ampa Gabriel Johnson et amphithéâtre comme la vie Gabriel Sédou. Ces 2 personnalités furent des pionniers de l'académie universitaire au Togo. Ils ont respectivement de 1970 à 1986 et de 1999 à 2003 géré et contrôlé l'ensemble des services académiques de l'université de Lomé, ex-université du Bénin. Il n'est pas courant de dédier des places ou des bâtiments à des gens de leur vivant. C'est une première en quelque sorte. Et nous avons été particulièrement honorés de voir nos noms de notre vivance sur ces 2 amphithéâtres, ce qui est absolument exceptionnel. Et ce que j'ai dit, c'est que le recteur Johnson et moi avons servi l'université du Bénin en toute abnégation, mais sans rien attendre de qui que ce soit. Nous avons fait notre travail, notre devoir, pour lesquels les responsabilités nous ont été confiées. Et réellement, 33 ans après le départ du recteur Johnson, 24 ans après mon départ, réellement la surprise a été grande. Ces 2 professeurs sont ici célébrés. Pour l'équipe dirigeante de l'université, c'est un acte de reconnaissance pour services rendus au monde universitaire et à la nation togolaise tout entière. La plupart des enseignants que vous verrez à l'université aujourd'hui qui ont pris la relève ont d'une manière ou d'une autre été leurs étudiants. Donc il est de bon ton que nous leur témoignons notre reconnaissance et que nous mettons les projecteurs sur eux pour la génération à venir. Peut-être nous on est trop proche d'eux et ils ne comprennent pas l'enjeu
mais en faisant venir les anciens qu'ils sont devenus aujourd'hui, ne peut que inciter la jeunesse universitaire et les enseignants à emboîter leur pas. À quelques jours de la rentrée universitaire, les étudiants de l'Université de Lomé peuvent déjà se réjouir. Ces deux amphithéâtres leur permettront d'étudier dans de bonnes conditions et d'être plus épanouis. Compris, la rentrée à l'Université de Lomé est prévue pour le 18 novembre prochain. À quelques jours donc de cette date, les autorités de l'institution mettent tout en œuvre pour offrir aux apprenants une formation de qualité dans un cadre approprié. Quelles sont donc les innovations ou qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année au campus de Lomé? Voyons cela avec Carmen Madji. Chaque année, l'Université de Lomé accueille près de 60 000 étudiants venant de tout horizon du Togo et aussi des étudiants de plusieurs pays africains. Elle est composée de 4 centres d'excellence, 6 écoles, 6 facultés et 6 instituts. Pour l'année académique 2019-2020, la présidence de l'université a tout mis en œuvre pour offrir aux étudiants une formation de qualité. L'ouverture de la filière de l'odontostomatologie à la faculté des sciences de santé en est une illustration. Nous avions eu à lancer de nouvelles filières. Nous avons eu à lancer la licence en chinois, ce qui n'existait pas avant, pour permettre à ceux qui veulent vraiment de se perfectionner et d'étudier la langue chinoise. Nous allons également ouvrir 2 licences à l'Institut des métiers de la mer, IDSM. Cet institut a été lancé il y a 2 ans, mais on n'a pas pu démarrer. Nous allons au moins continuer par enseigner autrement. Donc de la même manière, nous exigeons également des étudiants que ceux-ci apprennent autrement. Puisque vous êtes sans savoir que nous sommes dans le système LMD. Et donc dans ce système, avec toutes ces exigences, il va falloir vraiment que tout le monde s'adapte pour qu'on puisse avoir de très bons résultats. Quand on enseigne autrement, il faut également évaluer autrement. Et évaluer autrement, nous avions également instauré l'évaluation par des QCM autocorrigés. L'administration de l'Université de Lomé est structurée en 11 pôles de direction. Elle s'est organisée pour servir les cœurs de mission de l'université, formation, recherche et vie de campus. Nous avions rénové les cités, puisqu'il faut que les étudiants quand même dorment quelque part. Donc les cités A et B qui ont été rénovées depuis l'année dernière. Mais cette année, nous avons pris sur nous également de rénover les cités D, E et F. Nous avions commencé également par élever notre bloc polyvalent à R+1. Donc tout ça pour avoir la capacité d'accueil pour les cours. On est prêt parce que nous avions fait d'abord la rentrée administrative qui a eu lieu depuis le 30 septembre et la rentrée académique le 7 octobre, sauf qu'on n'a pas pu démarrer à cause justement donc du fait de mettre à jour ces infrastructures-là. Et la rentrée a été reportée sur le 18 novembre, c'est-à-dire le lundi prochain. Nous avions quand même installé des points Wi-Fi. Les TIC dont nous parlons, donc ces TIC-là sont également, c'est un outil que nos enseignants utilisent aujourd'hui pour faire leur cours. Donc on abandonne de plus en plus la craie au tableau. Chaque enseignant maintenant est muni donc d'un vidéoprojecteur et fait donc son cours de façon numérique. Au plan pédagogique, l'Université de Lomé ambitionne d'être une référence en Afrique. L'institution met tout en œuvre pour offrir aux étudiants des champs disciplinaires et des formations innovantes, attractives et cohérentes. Lancement officiel du Festival international de la mode FIMO 228 édition 7. Les activités ont démarré hier donc par une conférence de presse à laquelle a pris part Medina Bacha Salami. Le compte rendu dans ce reportage.
C'est parti pour la 7e édition du Festival international de la mode FIMO 228. Un grand rendez-vous des amoureux de la mode, du style et de l'élégance à Lomé. Au menu, des défilés de mannequins de renom, des rencontres B2B et des stands d'exposition. La 7e édition promet en tout cas plus de créativité avec beaucoup de surprises. FIMO 2020, c'est du 29 janvier au 2 février à Lomé au Togo. On commence par une soirée before, ensuite le premier défilé qui aura lieu le 30 janvier et le défilé apothéose 1er février 2020. On aura plusieurs designers qui viendront d'un peu partout, à savoir les États-Unis, l'Europe, en Asie, en Afrique aussi et au Togo. Au Togo, nous avons comme on a Timothée, on a Crédania et franchement pour cette année, encore une fois, on s'engage contre le VIH-Sida. FIMO 228 reste une référence pour la mode togolaise et se propose également de créer des opportunités d'affaires entre différents acteurs de la mode. Plus de 5000 participants sont attendus à cette 7e édition du FIMO 228. Avancez, on va finir avec les photos. Et on vient maintenant à la dernière séance d'entraînement des éperviers du Togo ce mercredi au stade de Kégué. L'équipe nationale se prépare donc pour le match de demain jeudi contre les Calacantes des îles Comores. Match comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2021. Voyons cela avec Sergine Raimondo. Cette matinée ensoleillée n'aura fait que motiver les rapaces en dernière ligne droite avant la rencontre contre les îles Comores. À jour J-1 de ce match très attendu par le peuple togolais, les éperviers du Togo sont à l'étape des derniers réglages. Échauffement, exercice physique, prise de balle pour les gardiens de but et exercice de finition pour les autres. La séance était intense vu la taille du boulot qui les attend demain. Puisqu'on a fait que match nul aux Comores, donc on n'avait pas fait carton plein. On sait que c'est un match pas déterminant mais très important. Le premier match dans un groupe de 4, j'ai 23 joueurs clés. Nous, on va jouer comme on sait jouer. On va essayer de développer notre football technique, offensif, avec du mouvement, avec du jeu extérieur. Et pour cette CAN 2021, le Togo mise gros pour décrocher son ticket de qualification. Le nid des rapaces accouche alors de nouveaux joueurs pour l'occasion, à l'instar de Richard Nan et David Henen. Togo-Comores, la victoire est impérative. On a 2 matchs à jouer, 2 matchs très importants. Parce que si tu commences bien, sûrement que tu seras qualifié. Et là, le groupe est en forme. On a 2 joueurs qui ne sont pas venus, ça va nous causer un peu de problème parce qu'on comptait bien sur eux, mais je pense qu'il y a eu des discours du coach, des discours entre joueurs et je pense que l'état d'esprit est positif et nécessairement il faut gagner déjà le premier match contre le Comores qu'on avait joué la fois dernière. Ça ne va pas être facile, comme vous le savez. C'est un match de qualification de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais je pense qu'avec le groupe qu'on a, les qualités qu'on a, on va essayer de gagner ce premier match. Les Togolais, conscients de l'esprit de revanche qui anime leurs adversaires, ne font donc pas les choses à moitié. Avec l'envie de victoire dans les yeux et dans leur démarche, visiblement, ils ont mis le paquet pour passer le cap des îles Comores. Togo-Comores, c'est demain jeudi 14 novembre au stade de Kégué à 15h30. Tous donc au stade de Kégué demain pour soutenir les éperviers du Togo. La direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo, CET, informe son aimable clientèle que suite à une panne sur les installations de la société WAPCO, la fourniture de l'énergie électrique connaît des perturbations dans la ville de Lomé de 16 environ. La CET rassure sa clientèle que la fourniture du courant électrique reprendra normalement dès la fin des travaux de dépannage. La direction générale présente ses excuses à la clientèle et la remercie pour sa bonne compréhension. Et c'est sur ce communiqué de la CET que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de mon programme. Au revoir.